Attention, cette vidéo traite de sujets sensibles, et si t'arrives avec le couteau entre les dents alors qu'on essaye de rester cool, tu peux passer ton chemin. T'es prévenu vieux. Cordialement. Salut à tous les potos, et Dieu que ça fait plaisir de vous retrouver pour ce 9e épisode de Retour vers la culture. Et aujourd'hui, pour fêter les 1000 abonnés, on va traiter pour la première fois d'un film français. La haine de Mathieu Kassovitz. La haine est sorti en 1995 et c'est seulement le deuxième film de Kassovitz. Il met en vedette Vincent Cassel, dont la carrière décollera grâce à ce film, Hubert Koundé, un acteur franco-béninois surtout connu pour ce rôle-ci, et Saïd Taghmaoui, un acteur talentueux et prometteur à cette époque, mais qui a pas forcément suivi le bon chemin. Ouais, tu peux aussi dire qu'à part ce film, il a carrément fait de la merde quand même. Ouais, il a fait pas mal de merde. Bref, Vincent Cassel joue Vince, un jeune glandu de confession juive qui vit avec sa mère, sa sœur et sa grand-mère. Hubert Koundé incarne Hubert, un gars dont le passé est pas très net, mais il essaye apparemment de s'en sortir en faisant de la boxe. Et Saïd Taghmaoui joue Saïd, un vrai petit branleur grande gueule qu'on sait pas ce qu'il fait de ses journées. Tout ce petit monde forme une belle bande de joyeux de rire et habite dans la cité des Muguets dans le 7-8. RPZ monte la jolie, gros. Non, alors non, tu ne refais jamais ça. Jamais. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le film se déroule sur 24 heures et qu'il est découpé en fonction des heures de la journée. Le début du film est constitué de ce qu'on appelle dans le milieu des stock shots. Ce sont des images d'archives qu'on utilise dans un métrage pour donner un cadre historique, géographique et surtout politique du récit, et l'inscrire d'emblée dans un contexte contemporain et crédible. Dans La haine, on comprend que, suite à une série d'émeutes dans les banlieues, un jeune homme, Abdel Ishaa, a été blessé à cause d'une bavure policière et se trouve entre la vie et la mort. L'inspecteur a été démis de ses fonctions, mais Abdel Ishaa est toujours en observation à l'hôpital Saint-Georges. Mais pop, je vous vois venir, on se calme et on garde son sel et sa verve pour après l'analyse. Dans cette ambiance scandale danse de vandales, d'où vient la chaleur, on apprend aussi que le comico de la cité des Muguets a été saccagé par les émeutiers et clairement la cité ressemble aux chiottes d'une boîte de nuit à 8h du matin. La salle de boxe d'Hubert a également été gentiment défoncée, ce qui le fait un tout petit peu chier. Mais la cerise sur le McDo, c'est qu'un Schmitt a perdu son arme pendant la baston de la veille et qu'elle est introuvable. À ce qui paraît, il y a un keuf qui a perdu son calibre dans la cité cette nuit, vous êtes pas au courant? Ah ouais, c'est pas incroyable comme histoire, ça. Mais comme dirait l'autre, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Bah ouais, parce qu'en fait c'est Vince le sang chaud qui a retrouvé le gun et décide de le garder avec lui pour... Et tu crois qu'aligner un Schmitt, ça va ramener le respect? Le respect, je sais pas, mais en tout cas, ça rétablira la balance. Donc voilà, on a nos personnages et l'élément déclencheur, et de là, le film va nous faire suivre leurs aventures entre barbecue sur les toits de la cité et passage au comico. Mais à un moment donné, nos trois rois mages vont se retrouver au milieu d'une énorme rixe entre gars de la Tessie et flics. Ils parviennent assez miraculeusement à s'enfuir et prennent le train pour aller à Paris. Et là, c'est le début des emmerdes pour nos trois petits cochons, mais je n'en dirai pas plus pour vous garder la surprise. Alors, pour commencer l'analyse de ce film qui s'annonce très complexe, il faut d'abord poser le contexte. La haine s'inspire de l'affaire Makome Mbowole qui a été tué à bout portant d'une balle dans la tête par un inspecteur dans le commissariat du 18e arrondissement de Paris en 1993. C'est pourtant sur son lieu de travail, le 6 avril 1993, que ce policier a tué Makome, jeune voleur de cigarettes, avec son revolver Manurin. Et évidemment, il a suscité de très vives réactions partout en France et à l'international. D'un côté, il a été couronné de succès par la critique avec 3 Césars, dont celui du meilleur film, le prix de la mise en scène à Cannes, et aussi couronné en salle avec plus de 2 millions d'entrées uniquement en France. Mais de l'autre, le film a provoqué un tollé dans l'opinion, et notamment chez les politiques de l'époque. Alain Juppé, qui était alors Premier ministre, et Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, ont tous les deux violemment condamné le film, et les officiers de police ont dénoncé l'image de la brutalité policière qu'il renvoyait. Les sujets que le film aborde, aussi complexes et sensibles qu'ils soient, sont traités sans ménagement, ce qui peut être parfois un peu dérangeant. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est que la neutralité axiologique? Ours en peluche. Ours en peluche à la crème de guimauve. La neutralité axiologique est un concept sociologique développé par Max Weber dans Eddie Malou Et le politique, qui consiste pour le chercheur à adapter une posture neutre sans jugement de valeur ni prénotion. Autrement dit, le sociologue, lorsqu'il analyse un fait social, doit le traiter tel quel, sans donner son opinion ni apporter une quelconque morale personnelle. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Kassovitz ne réalise pas une enquête sociologique au sens weberien du terme dans La haine, et je ne dis pas non plus qu'il n'apporte pas sa propre vision ou sa propre plus-value artistique personnelle dans le film. Je ne porte aucun jugement de valeur sur les volontés de Kassovitz. Je ne dis ni que c'est bien, ni que c'est mal, déjà parce que c'est pas ma place, et ensuite parce que c'est à vous de vous faire votre avis. Surtout qu'aujourd'hui, c'est plutôt les flics qui en prennent plein la gueule pour pas grand-chose. Je constate simplement qu'il n'est pas là pour un concours de caresses, qu'il a voulu exagérer un aspect spécifique de la réalité pour le pousser à son extrême et susciter des réactions. Et ça a marché. Mais maintenant, parlons un peu de la réalisation exécutée de main de maître pour alimenter le propos. Comme je vous le disais tout à l'heure, le film est chapitré en fonction des heures de la journée de nos trois larrons, et chaque heure coïncide avec une évolution dramatique.
Il y a d'abord la première heure, c'est la scène d'exposition qui présente le chaos dans la cité après les violences. Puis la deuxième heure qui introduit la virée nocturne dans Paris où les trois loustics découvriront le vrai mépris. Et enfin, la troisième heure au petit matin, c'est le dénouement qui se fait graduellement pour montrer l'aspect inexorable. Et pour bien appuyer ce fatalisme lourd de sens, le film est motivé par une tirade répétée plusieurs fois. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Tu vois, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Le film a été tourné en noir et blanc volontairement, pas par manque de budget ou pour un simple effet de style flemmard. Le noir et blanc donne au film un côté intemporel, un aspect presque documentaire, pour illustrer une situation qui peut se passer n'importe où, n'importe quand. L'idée du noir et blanc permet aussi à l'image de mieux vieillir et donc de garder la force de ses débuts. Enfin, le choix du noir et blanc est aussi voulu pour appuyer le propos du film, qui se veut sérieux et dénonciateur. Donc l'utilisation des stock shots, le noir et blanc, garder les vrais prénoms des acteurs, les séquences sur 24 heures, tous ces éléments permettent de donner au film un côté actuel, documentaire comme je le disais. On ne regarde plus une œuvre de fiction mais un fait divers ancré dans le réel, dans notre époque. C'est en ça que le film a un côté sociologique, il propose un reflet de notre société, une photographie de notre époque. Les personnages et leurs aventures sont présentés comme un enchaînement d'événements sans connotation méliorative ou péjorative. Le film avance, les personnages avec lui, et nous, spectateurs, on a cette impression d'être dans la cité avec eux, de les connaître depuis toujours, et de vouloir, nous aussi, nous en sortir indemnes. C'est en ça que sur le fond, le film traite d'un fait social différemment de ce qu'on a l'habitude de voir, sans jugement de valeur. Maintenant, sur la forme, c'est une autre histoire. Parce qu'avec sa réalisation, Kassovitz joue sur tout un tas de symbolismes. Et notamment à travers une scène qui a été très remarquée et très souvent analysée. Et alors, pour une fois, Alex va vous donner un petit cours de technique du cinéma. Quoi? Ah bon? J'ai rien demandé, moi. Alors ici, la caméra fait ce qu'on appelle un travelling arrière compensé, n'est-ce pas? La technique du travelling compensé a été utilisée pour la première fois par ce bon vieux Alfred Hitchcock dans son film Sueur froide en 1958. Vertigo en anglais qui veut dire vertige. Le principe est d'avancer ou de reculer la caméra, si vous voulez, tout en dézoomant ou en zoomant sur les personnages pour créer une distorsion du champ et de la perspective pour tout simplement déformer l'image. Dans cette séquence de la haine, la caméra part en arrière sur un rail pour avoir un champ de vision plus large, mais zoome en même temps sur les personnages au centre, ce qui fait qu'on a l'impression, je vous le donne en mille, que l'image se tasse. Et voilà, c'est tout pour moi. Dans cette séquence, l'arrière-plan sur la ville de Paris grossit énormément et se rapproche des trois personnages. On a l'impression que l'environnement autour d'eux se met à les dévorer. Et ce passage précis marque la vraie rupture dans l'évolution dramatique du film. Parce qu'avant, ils étaient tout peinards dans leur cité, où ils connaissent tout le monde et tous les recoins de chaque immeuble. À Paris, c'est pas les mêmes bails. Les mecs connaissent personne, c'est pas leur terrain de jeu, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, confrontés à une autre facette de la réalité, celle du mépris pur et simple, de l'ignorance totale, de l'indifférence. Peut-être qu'ils vivent une situation dure et tendue dans leur cité, mais ils sont reconnus et ont une identité propre aux yeux de tous. Là, ils débarquent dans un environnement où ils ne sont personne, ils ne représentent rien, et la ville va le leur faire sentir. C'est à partir de ce moment que commence vraiment l'épreuve, le doute et la galère. On nous a parfois reproché dans les commentaires de trop en dire sur le film. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de pas trop en raconter, pour vous laisser le plaisir de le découvrir par vous-même. Mais cette scène est un passage obligé quand on analyse le film. Pour parler un peu des acteurs, ils jouent tous très justement. Et même si parfois Hubert a un peu plus de mal à suivre la cadence des deux autres, il n'en demeure pas moins très attachant. Une petite précision en plus, ne croyez pas forcément que Vincent Cassel soit le personnage principal, parce que même s'il a un rôle clé dans l'histoire, les trois personnages ont chacun leur importance bien précise et leurs instants de gloire. D'ailleurs, le personnage de Vince a une psychologie très proche de celui de Travis dans Taxi Driver, qu'on a d'ailleurs déjà traité dans notre première vidéo. C'est un mec très tourmenté à la recherche d'un rachat, et pour lui ce rachat passe par la vengeance dans laquelle il met toute sa haine et sa fureur aveugle. Mais petit à petit il évolue et parvient à les surmonter pour faire face ensuite au poids des événements. Et on sent que beaucoup de scènes sont jouées de façon improvisée, ce qui rend hommage au talent des trois louveteaux. Kassovitz utilise régulièrement de longs plans séquences pour donner de la liberté à ses acteurs, tout en soulignant le côté monotone et lent de la vie dans la cité. En fait, c'est ça que j'aime avec La Haine, c'est que c'est une excellente réalisation et une excellente écriture au service d'un drame. Et malgré le fait que j'en ai ras la haute des drames et des comédies de boulevard, j'adore La Haine et son ton pessimiste. Pas parce que je suis un déprimé, au contraire, je suis quelqu'un de viscéralement optimiste. C'est juste que, à mon sens, ce ton fataliste du film est un appel à bouger, une provocation pour faire en sorte que les choses changent. C'était l'époque du grand mot de Jacques Chirac lorsqu'il était en campagne pour les présidentielles de 1995, la fameuse fracture sociale. Et le film en est une parfaite illustration, surtout lors du passage brillantissime où les trois lascars se retrouvent dans un vernissage en plein Paris. C'est la confrontation entre les bobos intellos de gauche
et les petites crouilles de banlieue. Le film n'a pas réellement de scénario, c'est plus une tranche de vie de 3 jeunes normaux, mais qui symbolise un véritable malaise d'une société française à 2 vitesses. Et ceux du fond qui suivent là l'auront remarqué. Le film est sorti en 1995, soit 10 ans avant les émeutes de 2005. Alors nous, dans Retour vers la culture, on fait des vidéos sur YouTube pour parler de cinéma, pas de politique. Or parfois, le cinéma c'est de la politique, et parfois la politique c'est du cinéma. Alors range ton cahier, t'as pas besoin de la noter celle-là, mais réfléchis-y un petit peu sous ta douche. Parce que c'est aussi à ça que sert le cinéma, à faire passer des messages, à prendre position et à clamer son opinion. On peut critiquer les cinéastes engagés sur tout ce qu'on voudra, et même les artistes engagés en général. Mais qu'ils aient tort ou raison, au moins ils ont le mérite de s'exprimer et de porter leurs couilles, ce qu'un bon nombre d'entre nous ne fait pas. Alors certes, personnellement, je préfère un cinéma qui me transporte dans un imaginaire, qui me fasse voyager, qui me raconte une histoire impossible ou peu probable, qui me sorte de ma réalité quotidienne. Mais une fois de temps en temps, ça fait du bien de se prendre des claques. Et que ce soit par sa réalisation ou par son propos, La haine est une grosse claque. Ce n'est pas pour rien que le film a laissé son empreinte avec des phrases devenues communes, comme une petite ligne de coke, caca nerveux ou c'est toi la cave. Non, c'est toi la cave. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est toi, voilà. Oui, bon on a compris maintenant, enfin... Non, c'est toi, on a compris. Oh putain, tu m'emmerdes. Non, c'est toi, tu m'en... La haine, c'est l'exemple parfait de la photographie d'un instant. Le film te raconte une histoire en essayant de te faire prendre conscience de beaucoup de choses de la réalité, de belles choses ou des trucs franchement plus sales. Et le mieux dans tout ça, c'est que la photographie est techniquement sublime, magnifiée par celui qui se tient derrière l'appareil. Et c'est pour toutes ces raisons que j'aime La haine. On a fêté ses 10 ans, puis ses 20 ans, et je crois que peu de films français peuvent se targuer d'avoir leur anniversaire. C'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Retour vers la culture. Comme vous le savez, on a franchi le cap des 1000 abonnés, donc on voulait vraiment, sincèrement tous vous remercier. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, partager la chaîne et liker nos vidéos, ça nous fera extrêmement plaisir. Sur ce, amis du humour et de la culture, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dans le hall 400 monte son attaque. Les détonateurs claquent, les balles partent, 4 de bâtard. Là t'es donné trop tard, récupère, charge à grenade, garnage se prépare. Ou alors un truc qui n'a rien à voir. Oui. Vas-y, Ok. Mais ne vous marrez pas. Non, on se marre pas, jamais. Oh, c'est vrai? Game of Thrones. J'ai dit ne vous marrez pas.